L'affaire Rachel Nickel est devenue un point tournant pour la justice criminelle britannique. Les échecs dans l'enquête initiale ont conduit à des changements significatifs dans les procédures policières, particulièrement dans l'utilisation des profils psychologiques et des opérations secrètes. La confiance excessive dans les théories spéculatives et la résistance à considérer des preuves contradictoires ont servi de leçons douloureuses sur les dangers de la fixation sur un seul suspect. 16 ans après le meurtre de Rachel, la justice a finalement été rendue. Mais le prix de ce retard a été élevé. Des vies détruites, la confiance publique ébranlée et la conscience douloureuse que tout aurait pu être différent si les signaux d'alerte concernant Robert Nappé avaient été pris en compte des années auparavant. Aujourd'hui, Alex Anscombe vit à Barcelone, où il a construit une nouvelle vie loin des ombres du passé. À 27 ans, il est devenu professeur de yoga, un choix qui reflète un parcours remarquable de guérison et de transformation. Le garçon qui a été témoin du brutal assassinat de sa mère à l'âge de 2 ans a trouvé son propre chemin vers la paix. Dans un acte de courage et de catharsis, Alex a décidé de partager son histoire à travers un livre intitulé « Laissez partir », une histoire vraie de perte, de meurtre et de survie. L'œuvre n'est pas seulement un récit des événements tragiques, mais une réflexion profonde sur le pardon et la résilience humaine. Son père, André Anscombe, maintenant âgé de 55 ans, démontre une sagesse extraordinaire en parlant du meurtrier de Rachel. Le pardon, pour nous, signifie que si vous ne pardonnez pas à la personne qui vous a fait du mal, vous deviendrez cette personne avec le temps, explique-t-il. Cette perspective surprenante révèle comment père et fils ont réussi à transformer une tragédie dévastatrice en une leçon de compassion. Ce qui rend leur histoire encore plus remarquable est l'absence d'amertume. Alex affirme ne pas garder d'animosité envers l'homme qui a détruit son enfance. Sa critique, au lieu de cela, se dirige vers les défaillances systémiques qui ont permis à la tragédie de se produire. Cette histoire ne concerne pas le fait que la police ait commis des erreurs, réfléchit-il. Elle concerne une institution qui est devenue plus grande que l'individu qu'elle était conçue pour protéger. Le déménagement à Barcelone, initialement une fuite de l'attention intense des médias britanniques, s'est transformé en un nouveau départ. Loin du lieu de la tragédie, père et fils ont réussi à reconstruire leur vie, gardant vivante la mémoire de Rachel sans être consumés par la douleur de sa perte. L'affaire Rachel Nickel a laissé des marques permanentes dans le système judiciaire britannique. Les leçons apprises des erreurs de l'enquête ont conduit à des changements significatifs dans les procédures policières et dans la façon dont les preuves sont évaluées. L'histoire sert de rappel constant des conséquences des conclusions précipitées et de l'importance de suivre les preuves, non les théories. Mais peut-être que l'héritage le plus puissant est le message de pardon et de transformation incarné par Alex et André. Dans un monde où les tragédies engendrent souvent des cycles interminables d'amertume et de vengeance, ils ont choisi un chemin différent. Leur parcours démontre que même dans les circonstances les plus sombres, il est possible d'émerger non seulement survivant, mais véritablement transformé. L'histoire de Rachel Nickel ne sera jamais simplement celle de son tragique assassinat. Elle sera aussi l'histoire d'un fils et d'un père qui ont trouvé la force de transformer leur douleur en objectif, d'une quête de justice qui a exposé des défaillances systémiques, et du pouvoir régénérateur du pardon. Dans sa complexité et son humanité, elle continue de nous enseigner des leçons vitales sur la justice, le rétablissement et la capacité de l'esprit humain à transcender même les tragédies les plus profondes. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Robert Nappé aurait-il pu être arrêté plus tôt, ou aurait-il échappé à la loi de toute façon? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires criminelles réelles. Activez la cloche pour être notifié des prochaines affaires. À la prochaine fois. Mais qui était véritablement Rachel Nickel et pourquoi son affaire est-elle restée non résolue pendant si longtemps? Née le 23 novembre 1968 à Great Totham, Essex, Rachel Nickel est issue d'une famille de classe moyenne. Son père, André Nickel, était officier dans l'armée, tandis que sa mère Monica se consacrait à sa famille. Durant ses années à la Colchester High School for Girls, Rachel s'est distinguée non seulement sur le plan académique, mais aussi dans les arts. À l'âge de 11 ans, son talent l'a conduite à l'Essex Dance Theatre, où elle a développé ses compétences en danse et en performance. Malgré un potentiel artistique prometteur, elle a choisi de poursuivre des études en histoire et en anglais. En 1988, sa vie a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a obtenu un emploi comme maître nageuse à la piscine de Richmond. C'est là qu'elle a rencontré André Anscombe, un jeune motard. Leur relation s'est rapidement épanouie, et en 1989, le couple a célébré la naissance de leur fils, Alexander Lewis. Bien qu'ils ne fussent pas mariés, Rachel et André avaient construit une vie familiale stable dans le quartier de Balham, au sud de Londres. André travaillait pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Rachel avait choisi de se consacrer entièrement à la maternité, malgré des offres pour travailler comme mannequin photo.
À l'été 1992, la vie de Rachel semblait prometteuse. Elle attendait avec impatience le 3e anniversaire d'Alex, prévu pour le mois suivant. Le couple planifiait leur avenir, et Rachel envisageait de reprendre sa carrière professionnelle lorsqu'Alex serait un peu plus âgé. Dans sa communauté, Rachel était connue pour son esprit charitable et sa volonté d'aider les personnes âgées et handicapées. Les voisins la décrivaient comme une mère dévouée et une personne au sourire facile, toujours prête à participer aux activités communautaires. Dans les premières heures suivant le meurtre, Scotland Yard a fait face à ce qui allait devenir l'un des plus grands défis de son histoire. L'inspecteur-chef Michel Wickerson, vétéran de la force policière, est arrivé sur la scène du crime et a déclaré que c'était l'attaque la plus brutale qu'il avait vue dans toute sa carrière. L'équipe médico-légale s'est retrouvée face à une situation pratiquement impossible. Avec une scène de crime de 1100 acres et environ 500 personnes dans le parc ce matin-là, les enquêteurs luttaient contre le temps et les circonstances. Il n'y avait pas d'ADN de l'agresseur, aucun témoin oculaire adulte, et l'étendue de la zone rendait impossible un isolement complet des lieux. La seule personne ayant assisté au crime était Alex, un garçon de seulement 2 ans. La police s'est retrouvée face à un dilemme sans précédent. Comment obtenir des informations d'un enfant si jeune qui venait d'assister au meurtre de sa propre mère? La docteure Jeanne Harris Hendricks, psychologue pour enfants, a été appelée pour aider aux entretiens. Initialement, les enquêteurs ont hésité à interroger l'enfant, craignant d'aggraver son traumatisme. Cependant, l'absence d'autres pistes les a forcés à reconsidérer. Un témoin crucial est apparu lorsque Jane Elizabeth Harriman a rapporté avoir aperçu un homme suspect vers 10h10 du matin, seulement 20 minutes avant le crime. L'endroit où elle l'avait vu se trouvait à 5 minutes de l'endroit où le meurtre s'était produit. Peu après, Amanda Felan a informé avoir vu un homme se laver les mains dans un fossé de drainage à 10h40, 10 minutes après l'heure estimée du crime. À travers plusieurs séances soigneusement menées avec Alex, toujours en présence de son père André et de la docteure Harris Hendricks, les enquêteurs ont obtenu une description détaillée du meurtrier. Un homme caucasien aux cheveux courts, portant une chemise blanche à col, un pantalon bleu et des chaussures foncées, avec un sac noir. La taille était estimée à 1m70, âgé entre 20 et 30 ans, avec une caractéristique particulière, il marchait légèrement courbé, comme s'il essayait de cacher son visage. L'enquête du meurtre de Rachel Nickel a pris un tournant controversé lorsque la police a tourné son attention vers Colin Stagg, un homme sans emploi de 29 ans qui vivait seul près de Wimbledon Common. Plusieurs témoins ont rapporté l'avoir vu dans le parc le matin du crime, et son apparence correspondait au portrait robot développé sur la base des témoignages. Scotland Yard a décidé de consulter Paul Britton, un éminent psychologue criminel, pour développer un profil du meurtrier. Le profil dressé par Britton décrivait un homme solitaire, dans la vingtaine ou la trentaine, vivant probablement à proximité du lieu du crime. Il incluait également des caractéristiques plus troublantes, un intérêt pour l'occultisme, une fascination pour les couteaux et des tendances au fantasme sadique. Les soupçons concernant Stagg se sont intensifiés lorsque les enquêteurs ont effectué une perquisition dans son appartement. Ils y ont découvert des dessins, des livres et des écrits liés à la Wicca, une ancienne religion païenne. Dans la chambre du fond, ils ont trouvé des symboles religieux, un pentagramme marqué sur le tapis et des vêtements rituels, incluant une capuche noire. L'intérêt de la police pour Stagg s'est accru davantage lorsqu'une femme a révélé avoir reçu de sa part une lettre au contenu explicite après avoir publié une annonce dans la rubrique Lonely Hearts d'un journal local. Avant le meurtre de Rachel, Stagg avait déjà été accusé de s'être exposé de manière inappropriée à une femme à Wimbledon Common, un incident qu'il avait qualifié de malentendu alors qu'il prenait un bain de soleil. Lors de l'interrogatoire initial, Stagg a affirmé avoir promené ses chiens dans le parc entre 8h15 et 9h15, rentrant chez lui plus d'une heure avant le meurtre. Sa version des événements incluait avoir vu une femme avec une poussette suivie par un homme grand et large. Cependant, les enquêteurs n'ont pu trouver personne correspondant à la description qu'il avait fournie. L'alibi de Stagg a été remis en question lorsque sa voisine, Suzanne Gall, a déclaré l'avoir vu se diriger vers le parc entre 9h25 et 9h30, portant un t-shirt blanc, un jean et un sac noir, une description similaire à celle fournie par le témoin oculaire. 2 jours plus tard, lors d'une séance d'identification au commissariat de Brixton, Jane Harriman, le témoin qui avait aidé à réaliser le portrait robot, a formellement identifié Stagg comme l'homme suspect qu'elle avait vu le matin du crime. Désespéré de résoudre l'affaire et convaincu que Colin Stagg était le meurtrier, Scotland Yard a conçu l'une des opérations les plus controversées de l'histoire de la police britannique. Nommée Opération Edsel, le plan impliquait un piège psychologique élaboré développé avec l'aide du psychologue criminel Paul Britton. Une policière sous couverture, utilisant le nom de code Lizzie James, a été désignée pour la mission. L'opération a débuté en janvier 1993,
lorsque Lizzie a envoyé sa première lettre à Stagg, prétendant connaître Julie, une femme avec qui il avait précédemment correspondu via une annonce dans le journal. Pendant 7 mois, Lizzie et Stagg ont échangé 43 lettres. Chaque mot de Lizzie était soigneusement choisi sous la direction de Case Peter et Paul Britton. Ces lettres étaient remplies de fantasmes explicites, conçus pour provoquer une confession. La stratégie était claire, faire révéler à Stagg ses prétendues pulsions violentes. En mars 1993, l'opération s'est intensifiée. Lizzie a commencé à exprimer dans ses lettres un intérêt pour la domination et l'humiliation, tentant subtilement d'orienter la conversation vers des thèmes violents. En réponse, Stagg a admis qu'il pourrait lui faire du mal si cela lui plaisait, mais a insisté sur le fait qu'il préférait la douceur à la violence. Frustrés par le manque de progrès à travers les lettres, les enquêteurs ont autorisé des rencontres en personne. La première rencontre a eu lieu dans un parc public, avec des policiers en civil surveillant discrètement la situation. Pendant le déjeuner, Lizzie a partagé une histoire fabriquée sur son implication dans la magie noire et les rituels sataniques, incluant un prétendu sacrifice humain impliquant une femme enceinte. Même face à ces provocations extrêmes, Stagg est resté prudent dans ses réponses. Dans une dernière tentative désespérée, Lizzie a même suggéré qu'elle souhaitait qu'il soit responsable du meurtre à Wimbledon Common. Stagg a simplement réitéré que la police l'avait interrogé sur le crime, mais a maintenu son innocence. L'opération a commencé à s'effondrer lorsque Stagg a accordé une interview au Daily Star, niant publiquement toute implication dans le meurtre de Rachel. Les enquêteurs, réalisant que les chances d'obtenir une confession étaient minimes, ont décidé d'utiliser leurs lettres et rencontres comme preuves circonstancielles. En dernier recours, l'équipe a planifié une confrontation dramatique. Lizzie James est entrée de manière inattendue dans la salle d'interrogatoire, se révélant comme policière. Stagg, visiblement ébranlé par la trahison, est resté silencieux. L'opération qui avait coûté des mois de planification et des ressources considérables était arrivée à son terme, mais ses conséquences pour le système judiciaire britannique ne faisaient que commencer. Le procès de Colin Stagg était programmé pour débuter en février 1994 à Old Bailey, le tribunal pénal central historique de Londres. Avant même que le jury ne puisse être constitué, la défense a présenté une motion qui changerait complètement le cours de l'affaire. Elle remettait en question l'admissibilité des preuves obtenues par l'opération secrète. La bataille juridique qui a suivi a exposé les entrailles d'une enquête problématique. La défense a argumenté que l'opération Edsel n'avait aucun lien direct avec l'affaire et soulevait de sérieuses questions éthiques sur les méthodes employées par la police. Le ministère public a contre-argumenté, insistant sur le fait que l'opération avait été fondamentale pour explorer les prétendus fantasmes de l'accusé, qu'il croyait avoir motivé le crime. En septembre 1994, après plusieurs mois de délibération, le juge O'Neill a rendu sa décision historique. Dans une critique dévastatrice de la conduite policière, il a rejeté toutes les preuves obtenues par le piège au miel. Le magistrat n'a pas seulement écarté les preuves, mais a également condamné fermement les méthodes de la police métropolitaine, déclarant qu'ils avaient dépassé toutes les limites acceptables d'enquête. L'affaire s'est effondrée dès le premier jour du procès. La plus grande enquête pour meurtre de l'histoire britannique, qui avait coûté plus de 3 millions de livres aux contribuables, s'est terminée en un fiasco retentissant. Colin Stagg a été acquitté de toutes les accusations. Scotland Yard a réagi avec indignation à la décision. Le commissaire en chef de la police métropolitaine, Paul Condon, est allé jusqu'à suggérer publiquement que le résultat du procès avait été influencé par des avocats qualifiés qui avaient réussi à garantir l'acquittement de Stagg. Dans une décision controversée, la police a annoncé qu'elle ne chercherait pas d'autres suspects. Les répercussions ont été immédiates et dévastatrices pour tous les impliqués. Le psychologue Paul Britton, qui avait aidé à concevoir l'opération, a fait face à des accusations de faute professionnelle par la Société psychologique britannique. Le détective Case Peter a vu sa carrière détruite et a opté pour une retraite anticipée. La policière qui avait joué le rôle de Lizzie James a également quitté la force de police, invoquant le stress et l'effondrement mental dû à l'enquête. En 2001, elle a poursuivi la police en justice et a reçu une indemnisation de 125 000 livres, une somme qui a suscité l'indignation publique car elle était significativement plus élevée que les 22 000 livres accordés à Alex, le fils orphelin de Rachel. L'acquittement judiciaire de Colin Stagg était loin de signifier sa libération aux yeux de la société. Même après avoir quitté le tribunal en homme libre, il a découvert que sa vie ne serait plus jamais la même. La presse britannique, qui avait suivi obsessionnellement l'affaire, continuait à le présenter comme l'homme qui avait possiblement échappé à la justice. Le stigmate de l'affaire poursuivait chaque aspect de sa vie quotidienne. Sa résidence était régulièrement vandalisée, avec des graffitis vulgaires le qualifiant d'assassin. Les voisins évitaient tout contact, et les établissements locaux refusaient souvent de le servir.
L'homme qui avait été officiellement innocenté par la justice se retrouvait prisonnier d'une condamnation sociale perpétuelle. En 2002, 10 ans après le meurtre de Rachel Nickel, Scotland Yard a initié une révision complète de l'affaire. Une petite équipe, composée de policiers et d'enquêteurs retraités, a été désignée pour réexaminer chaque aspect de l'enquête originale. Mais maintenant, il disposait d'un avantage qui n'existait pas en 1992, des avancées révolutionnaires dans la technologie d'analyse ADN. Pendant une décennie, la science médico-légale avait considérablement évolué. Des techniques qui nécessitaient auparavant de grandes quantités de matériel biologique pouvaient désormais produire des résultats à partir de quantités microscopiques. Des preuves précédemment considérées comme insignifiantes pouvaient enfin révéler leur histoire. Pendant 18 mois, des experts médico-légaux ont travaillé méticuleusement, réexaminant les vêtements de Rachel Nickel. En juillet 2003, est venue la découverte qui changerait tout. Des traces microscopiques d'ADN masculin ont été trouvées. Bien que l'échantillon fût minuscule, il était suffisant pour les nouvelles méthodes d'analyse. Les résultats initiaux ont été surprenants. L'ADN ne correspondait ni à André, le compagnon de Rachel, ni à son fils Alex, ni à aucun enquêteur ayant manipulé les preuves. Plus significativement, il ne correspondait pas à Colin Stagg. La découverte non seulement confirmait l'innocence de Stagg, mais prouvait également que le véritable meurtrier était toujours en liberté. Robert Nappé est émergé de l'ombre comme le véritable meurtrier de Rachel Nickel en juillet 2004, lorsque les preuves ADN l'ont finalement relié au crime. Son identification a révélé une série d'opportunités manquées qui auraient pu éviter de multiples tragédies. Né le 25 février 1966 à Erith, sud-est de Londres, Nappé a eu une enfance marquée par la dysfonction familiale. Fils d'un chauffeur de bus qui maltraitait régulièrement son épouse Pauline, il a été envoyé dans un orphelinat à l'âge de 9 ans après le divorce de ses parents. Pendant 6 ans, il a reçu un traitement psychiatrique à l'hôpital Moseley à Camberwell, où il a été diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger et une schizophrénie paranoïde. Sa personnalité a subi un changement dramatique à l'âge de 12 ans, après avoir été agressé lors d'un camping familial. Il est devenu extrêmement reclus, mais a également commencé à manifester des comportements perturbants, incluant du harcèlement envers ses frères et sœurs plus jeunes et du voyeurisme dirigé vers sa sœur. À 18 ans, son comportement était devenu si erratique que sa propre mère l'a expulsé de la maison. L'escalade criminelle de Nappé a commencé en 1986. À 20 ans, il a été arrêté pour port d'une arme à air comprimé et pour avoir tiré sur de petits animaux. En août 1989, il a attaqué une femme de 31 ans avec un couteau à Plainsted Common. Sa propre mère a alerté la police concernant la confession de son fils, mais les autorités n'ont pas donné suite à la dénonciation. Entre 1989 et 1992, Nappé a poursuivi sa série d'attaques. La police a reçu 2 alertes de voisins concernant son comportement suspect et a demandé des échantillons de sang, mais il ne s'est jamais présenté pour les fournir. Malgré cela, il a été éliminé comme suspect en raison d'une différence de taille dans les descriptions. En octobre 1992, 3 mois après le meurtre de Rachel, Nappé a été arrêté pour avoir harcelé une employée au commissariat de Plainsted. Une perquisition dans son appartement a révélé une boîte à outils rouge contenant des armes, notamment un pistolet de calibre 22, des couteaux et une arbalète. Des cartes avec des annotations sur la façon d'attacher et de maîtriser des personnes ont également été trouvées, ainsi qu'un journal suspect. Inexplicablement, il n'a reçu que 8 semaines de prison pour violation des lois sur les armes à feu. La négligence des autorités a eu des conséquences tragiques. En novembre 1993, Nappé a brutalement assassiné Samantha Bisset, âgée de 27 ans, et sa fille de 4 ans, Jasmine, à Plainsted. La sauvagerie de ces meurtres a finalement conduit à sa capture, après qu'une empreinte digitale a été trouvée sur la scène du crime. En mai 1994, Nappé a été arrêté et, en octobre 1995, il a plaidé coupable d'homicide involontaire pour responsabilité diminuée, étant interné pour une durée indéterminée à l'hôpital psychiatrique Broadmoor. Les similitudes entre les meurtres de Samantha et Rachel étaient frappantes, mais même alors, le lien n'a pas été correctement investigué. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Nappé était probablement le tristement célèbre violeur de la Green Chain, responsable d'au moins 70 attaques dans les zones du sud-est de Londres. 4 des premières attaques ont été définitivement liées à lui par ses propres confessions en 1995. D'autres preuves ont émergé. Ses chaussures correspondaient à l'empreinte trouvée près du ruisseau à Wimbledon Common, et la peinture rouge de sa boîte à outils correspondait aux taches trouvées dans les cheveux d'Alex. Un couteau découvert enterré à 800 mètres de la scène du crime de Rachel contenait des empreintes digitales qui, bien qu'initialement écartées, ont par la suite été identifiées comme appartenant à Nappé. Cette preuve cruciale avait été ignorée à l'époque,
car les enquêteurs étaient déjà fixés sur Colin Stagg comme suspect. En juillet 2006, une équipe de Scotland Yard a effectué une visite cruciale à l'hôpital psychiatrique Broadmoor. Leur objectif, interroger Robert Nappé sur le meurtre de Rachel Nickel. Après 14 ans du crime, les preuves ADN avaient finalement révélé sa culpabilité, mais Nappé, diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde et le syndrome d'Asperger, est resté silencieux pendant l'interrogatoire. Le 28 novembre 2007, Robert Nappé a été officiellement accusé du meurtre de Rachel Nickel. Initialement, il a plaidé non coupable, et le procès a débuté le 11 novembre 2008 à Old Bailey. Cependant, dans un revirement surprenant le 18 décembre 2008, Nappé a changé sa déclaration, admettant sa culpabilité pour homicide involontaire sur la base d'une responsabilité diminuée. Le juge Griffith Williams, président l'affaire, n'a pas hésité dans son évaluation. Il a déclaré Nappé comme un homme extrêmement dangereux et a ordonné sa détention pour une durée indéterminée à Broadmoor. La sentence garantissait qu'il resterait isolé de la société, considérant la gravité de ses crimes et son état mental. La police métropolitaine de Londres a été forcée à un moment de profonde réflexion et contrition publique. Dans une déclaration historique, l'institution a émis des excuses formelles à Colin Stagg. Il est nécessaire d'établir la vérité sur 1993, a déclaré un porte-parole. Colin Stagg a été injustement accusé du meurtre de Rachel. Il est complètement innocent de toute implication dans cette affaire, et aujourd'hui nous nous excusons pour les erreurs commises au début des années 90. La compensation financière a suivi. Stagg a reçu 706 000 livres comme indemnisation pour le traitement inapproprié de l'enquête et l'accusation injuste. C'était une somme significative, mais aucun montant ne pouvait réellement compenser les années de persécution et d'isolement social qu'il avait endurées. Pour la famille de Rachel, la résolution a apporté des sentiments mitigés. La confirmation de l'identité du véritable meurtrier offrait une forme de conclusion, mais soulevait également des questions douloureuses sur la façon dont il aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt, évitant potentiellement d'autres tragédies. L'affaire Rachel Nickel est devenue un point tournant pour la justice criminelle britannique. Les échecs dans l'enquête initiale ont conduit à des changements significatifs dans les procédures policières, particulièrement dans l'utilisation des profils psychologiques et des opérations secrètes. La confiance excessive dans les théories spéculatives et la résistance à considérer des preuves contradictoires ont servi de leçons douloureuses sur les dangers de la fixation sur un seul suspect. 16 ans après le meurtre de Rachel, la justice a finalement été rendue. Mais le prix de ce retard a été élevé. Des vies détruites, la confiance publique ébranlée et la conscience douloureuse que tout aurait pu être différent si les signaux d'alerte concernant Robert Nappé avaient été pris en compte des années auparavant. Aujourd'hui, Alex Anscombe vit à Barcelone, où il a construit une nouvelle vie loin des ombres du passé. À 27 ans, il est devenu professeur de yoga, un choix qui reflète un parcours remarquable de guérison et de transformation. Le garçon qui a été témoin du brutal assassinat de sa mère à l'âge de 2 ans a trouvé son propre chemin vers la paix. Dans un acte de courage et de catharsis, Alex a décidé de partager son histoire à travers un livre intitulé « Laissez partir, une histoire vraie de perte, de meurtre et de survie ». L'œuvre n'est pas seulement un récit des événements tragiques, mais une réflexion profonde sur le pardon et la résilience humaine. Son père, André Anscombe, maintenant âgé de 55 ans, démontre une sagesse extraordinaire en parlant du meurtrier de Rachel. Le pardon, pour nous, signifie que si vous ne pardonnez pas à la personne qui vous a fait du mal, vous deviendrez cette personne avec le temps, explique-t-il. Cette perspective surprenante révèle comment père et fils ont réussi à transformer une tragédie dévastatrice en une leçon de compassion. Ce qui rend leur histoire encore plus remarquable est l'absence d'amertume. Alex affirme ne pas garder d'animosité envers l'homme qui a détruit son enfance. Sa critique, au lieu de cela, se dirige vers les défaillances systémiques qui ont permis à la tragédie de se produire. Cette histoire ne concerne pas le fait que la police ait commis des erreurs, réfléchit-il. Elle concerne une institution qui est devenue plus grande que l'individu qu'elle était conçue pour protéger. Le déménagement à Barcelone, initialement une fuite de l'attention intense des médias britanniques, s'est transformé en un nouveau départ. Loin du lieu de la tragédie, père et fils ont réussi à reconstruire leur vie, gardant vivante la mémoire de Rachel sans être consumés par la douleur de sa perte. L'affaire Rachel Nickel a laissé des marques permanentes dans le système judiciaire britannique. Les leçons apprises des erreurs de l'enquête ont conduit à des changements significatifs dans les procédures policières et dans la façon dont les preuves sont évaluées. L'histoire sert de rappel constant des conséquences des conclusions précipitées et de l'importance de suivre les preuves, non les théories. Mais peut-être que l'héritage le plus puissant est le message de pardon et de transformation incarné par Alex et André. Dans un monde où les tragédies engendrent souvent des cycles interminables d'amertume et de vengeance, ils ont choisi un chemin différent.
Leur parcours démontre que même dans les circonstances les plus sombres, il est possible d'émerger non seulement survivant, mais véritablement transformé. L'histoire de Rachel Nickel ne sera jamais simplement celle de son tragique assassinat. Elle sera aussi l'histoire d'un fils et d'un père qui ont trouvé la force de transformer leur douleur en objectif, d'une quête de justice qui a exposé des défaillances systémiques, et du pouvoir régénérateur du pardon. Dans sa complexité et son humanité, elle continue de nous enseigner des leçons vitales sur la justice, le rétablissement et la capacité de l'esprit humain à transcender même les tragédies les plus profondes. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Robert Nappé aurait-il pu être arrêté plus tôt, ou aurait-il échappé à la loi de toute façon? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires criminelles réelles. Activez la cloche pour être notifié des prochaines affaires. À la prochaine fois.